Bonjour à tous. Bienvenue sur cette session qui est consacrée au web sémantique. Avant de nous présenter, je voudrais poser juste une petite question. Qui parmi vous était déjà né en 1978? Allez, on va dire 19,8% de la salle. Bon, donc ça confirme ce dont je me doutais un petit peu et que montre ma barbe blanchissante. Je suis devenu un vieux con de l'informatique. Donc je m'appelle Pierre Coll. J'ai commencé à coder en assembleur Z80 en 1978 quand j'avais 15 ans. Et ensuite j'ai fait une école informatique et j'ai vu passer un certain nombre de bacs technologiques. La première après ma sortie de mon école d'ingénieur quand j'ai écrit en langage C un logiciel serveur pour l'Internet 0.0. Celui qu'on consultait sur une petite boîte marron avec un écran noir et blanc. Ensuite, j'ai travaillé chez un des principaux hébergeurs français, Jet Multimédia, qui a été racheté par SFR. Et ensuite, après avoir travaillé au démarrage de quelques startups lyonnaises, j'ai rejoint la société Antidote, où travaille également mon collègue Julien, qui va se présenter. Bien, bonjour à tous. Alors, moi je suis pas né en 1978, un petit peu plus jeune que Pierre. J'ai commencé mes études d'informatique en 2006 et je me suis spécialisé en intelligence artificielle pour découvrir en fait le web sémantique 4 ans plus tard pour mon master de modélisation des connaissances. Et en fait, à l'issue de mon master, je voulais voir si on pouvait appliquer le web sémantique dans le milieu de l'industrie. C'est pour ça que j'ai fait mon stage de fin d'études au sein d'Antidote. Et là, je me suis aperçu que oui, c'était possible d'appliquer ces technologies dans un cas autre que celui de la recherche. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Pierre et Antidote depuis 4 ans maintenant en tant que consultant technique spécialisé plus particulièrement dans le domaine du web sémantique. Et j'ai eu la chance de gagner l'an dernier le concours un concours organisé par la Wikimedia Foundation avec mon ancien collègue et mentor Gauthier Coupeau, qui consistait en fait à réutiliser les données disponibles sur Wikipédia autour d'un petit projet qui était un mashup web sur les musées en France. Voilà. Alors maintenant que vous savez qui vous parle et d'où on vous parle, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que le web sémantique? On va commencer par voir concrètement à quoi ça peut servir. Et ensuite, on rentrera dans le détail de comment ça marche. Alors très concrètement, le web sémantique, il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus depuis bientôt 10 ans. Il y a eu beaucoup de travaux de recherche dessus. Mais il y a aussi des gros acteurs de l'Internet qui l'utilisent très concrètement au quotidien. Et en premier lieu Google, avec quelque chose que vous avez sans doute commencé à repérer sur les résultats de recherche Google, c'est le Knowledge Graph. Le graphe de connaissances de Google, c'est quelque chose qui est réalisé en agrégant des données structurées disponibles sur le web. Google s'appuie évidemment sur une société qui s'appelle Freebase, qu'il avait racheté en 2010 et qui contenait énormément d'informations structurées sur plein de domaines. Et Google s'appuie également sur le World Factbook de la CIA, pour une information très, très vaste sur un certain nombre de pays, et bien entendu sur Wikidata, qui est la base de données d'informations structurées qui se trouve derrière Wikipédia. Donc le Knowledge Graph, c'est ça, ce sont ces boîtes d'informations situées à droite des résultats de recherche. Donc ici, c'est ce qui apparaît pour Antidote où on travaille. On en a pour toutes sortes de choses. Donc si vous cherchez université, École normale supérieure de Lyon, ENS Lyon, ben voilà ce qui arrive. On voit qu'il y a un certain nombre d'informations structurées qui sont rassemblées par Google, qui utilisent notamment l'information qu'il a sur les recherches de ses utilisateurs, puisque vous voyez en bas de la boîte d'autres institutions universitaires ou dans le domaine de la recherche. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Knowledge Graph permet à Google non pas seulement d'orienter les gens vers des pages, mais de fournir lui-même des réponses à des questions. Si vous tapez ici France, nombre d'habitants, vous avez directement fourni par Google, sans sortir de Google, un graphique qui montre l'évolution de la population française et une information synthétique sur la France et sur les populations d'autres pays d'Europe. De la même façon, si vous cherchez peintre impressionniste, Google va générer automatiquement une frise dans laquelle vous trouvez un accès à l'information sur les principaux peintres impressionnistes. L'important, c'est que c'est toujours sans sortir de Google. De la même façon, si vous cherchez Renault, ben voilà, vous avez une information sur Renault. En regardant plus en détail ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a un certain nombre d'informations factuelles, les mêmes que dans Wikipédia, et aussi des informations sur ses différentes œuvres, ses albums. Et en cliquant sur un album particulier, on a accès directement aux différents morceaux de cet album et à une frise des autres albums de cet artiste.
Si j'ai pris l'exemple de Renault, c'est pas un hasard, Julien, il reviendra tout à l'heure. En fait, ce que fait Google avec le Knowledge Graph, ça répond très exactement à ce qu'avait théorisé Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, il y a déjà une dizaine d'années. L'idée de Tim Berners-Lee, c'était de faire du web vraiment une base de connaissances à l'échelle du monde, de partager des données de façon à ce que et les humains qui aillent les consulter, mais aussi et surtout des logiciels et des systèmes informatiques qui allaient pouvoir consommer ces données, allaient pouvoir coopérer ensemble et produire des résultats plus efficaces. Je vous invite à ce sujet à regarder une conférence qui avait été donnée par Tim Berners-Lee à la conférence TED en 2009, où il avait lancé son mot d'ordre Raw Data Now, c'est-à-dire des données brutes maintenant, où il engageait tous les acteurs du web à publier des données dans un format le plus brut possible pour faciliter leur réutilisabilité et leur agrégation dans des mashups. Cette position de Tim Berners-Lee, elle se plaçait à contrario d'une tendance de fond de l'informatique qui était celle de constituer des silos de données cloisonnés. Chaque application informatique crée son propre jeu de données et tout ça est étanche. Et quand on voit la photo du siège social d'Oracle, le principal éditeur de logiciels de base de données, et qu'on voit à quoi ça ressemble, on comprend que cette logique des silos de données, elle est prégnante depuis bien longtemps. Et donc l'idée, c'est de faire évoluer le web. Donc ça, c'est le web qu'on a connu dans les années 90, à son début. Donc des pages, des documents assez peu structurés, avec des liens HTML qui permettent de passer de l'un à l'autre. Ensuite, au milieu des années 2000, sont arrivées les API. Donc là, les fournisseurs de données ont placé au-dessus de leur silo de données des API qui permettaient d'interagir avec ces données, de les utiliser pour des applications qui pouvaient mixer des données de différentes provenances. Pour autant, si on doit, et c'est un exercice qu'on a fait, quand on doit construire des applications qui utilisent 6 jeux de données provenant de 6 fournisseurs différents avec 6 API différentes, et que tout ceci n'est pas stable, puisque forcément, un fournisseur de données va faire évoluer son API au fur et à mesure qu'il enrichit ses données, la maintenance d'une application devient très compliquée. Donc l'idée du web sémantique, c'est bien de constituer un web des données, c'est-à-dire publier sur le web des données brutes, fortement structurées, avec des informations sémantiques qui permettent de savoir pour une application ce que contiennent vraiment ces données, et de les utiliser pour les mettre en relation avec d'autres données et créer une information de niveau supérieur. Alors pour ça, il y a un certain nombre de standards qui ont été définis selon les processus habituels d'approbation des standards du W3C, donc le World Wide Web Consortium, qui est l'organisme de normalisation des technologies de l'Internet. Alors en tout premier, ce qui est important, c'est que le web de données repose sur un protocole que tout le monde connaît, qui est le protocole HTTP. Le protocole HTTP qui sert à envoyer aujourd'hui des pages HTML ou des flux divers et variés, transporte aussi les données du web sémantique, et c'est essentiel. Deuxième standard important, XML. La publication, la diffusion et l'exposition de données au format XML facilite leur transport d'une application à une autre, en évitant d'avoir des transcodages à chaque bout pour passer d'un format propriétaire à un format ouvert. Et puis enfin, il faut évidemment mettre une couche de sémantique, puisque la population humaine, soit en tant qu'utilisateur final, soit en tant que développeur d'application, est composée de gens qui parlent des langues très différentes, et qu'il faut être capable d'exprimer le fait qu'une donnée est rattachée à un concept, et que ce concept s'exprime selon différents mots dans différentes langues. Et ça, c'est le rôle de choses qui s'appellent les ontologies. Et donc les standards du web sémantique permettent aux utilisateurs à la fois de se reposer sur un moyen de communication standard, d'utiliser une grammaire unifiée, de disposer d'un vocabulaire commun avec ces ontologies, et ensuite des règles d'écriture, de formalisme pour exprimer ces données et les rendre interopérables. Donc voilà aujourd'hui l'état de l'art de ce qu'on appelle la pile de standards du web sémantique. Donc des acronymes que vous verrez dans la présentation très, très concrète de Julien, tels que RDF ou XML ou Sparkle, sont des choses maintenant parfaitement normalisées, sur lesquelles on peut développer des applications industrielles, c'est ce qu'on fait pour des clients, et des applications qui sont pérennes dans le temps, puisque ces standards les rendent de facto pérennes. Et enfin,
Ce qui est important, c'est de constater l'ensemble des données qui sont disponibles dans le web des données. Vous avez ici une vision de ce qu'on appelle le Linked Open Data Cloud, donc le nuage des données ouvertes liées. Donc ce sont des sources de données de provenance très diverses. Il y a des données culturelles, des données statistiques, des données médicales, tout un tas de domaines de recherche produisent des données, et ces données sont disponibles dans le web des données, et vous pouvez les utiliser pour les raccrocher à vos propres données, enrichir vos propres données pour créer des applications plus intelligentes. Alors je vais maintenant laisser la parole à Julien, qui a travaillé très concrètement sur ces sujets. Julien est un jeune Jedi du web sémantique, et il va vous montrer que c'est un sabre laser très puissant et très précis. Merci Pierre. Alors maintenant que Pierre a rappelé les fondements du web sémantique et des différents standards, l'idée ça va être d'essayer de voir ça plus concrètement, de regarder de plus près ce qui se passe et donc de lever le capot. Et la meilleure solution pour faire ça, c'est de prendre un exemple précis. Et donc moi j'ai choisi de prendre le site des Champs Libres. Alors, les Champs Libres, en fait, c'est une institution culturelle à Rennes qui regroupe un certain nombre d'entités, dont la bibliothèque de Rennes Métropole, les musées de Bretagne ou encore l'association de l'espace des sciences. Et j'ai choisi cet exemple parce qu'il présente l'intérêt que, d'une part, c'est une institution culturelle et que les données culturelles dans l'open data sont très variées et elles sont nombreuses. Et d'autre part, parce que c'est un rassemblement d'entités dont les bases de données sont hétérogènes et cloisonnées. Et on s'en rend compte assez facilement quand on navigue à travers le site des Champs Libres, puisque rien qu'en regardant le portail, on voit que les sources sont réparties par onglet et qu'il est possible de naviguer dans le catalogue de chacune des sources seulement par onglet. Par exemple, ici sur le catalogue de la bibliothèque, il y a un moteur de recherche dans l'onglet bibliothèque. Et si je passe sur l'onglet des musées, je change carrément d'interface pour naviguer que dans les objets de la collection des musées de Bretagne. Donc l'idée ici, ça va être de se dire, est-ce qu'il n'est pas possible d'agréger toutes ces données et de se poser la question de en quoi le web sémantique peut nous être utile dans cette démarche. Donc moi je vous propose de faire l'exercice suivant, c'est d'essayer de mesurer la faisabilité technique de réaliser un site portail basé sur des standards de web pour agréger toutes ces données au sein d'un portail unique qui peut-être mettrait à disposition des informations supplémentaires grâce au Linked Open Data. Mais avant de faire ça, on peut se poser légitimement la question de oui, mais pourquoi on va recourir au web sémantique? Comme le présentait Pierre, en fait, le web sémantique, c'est un ensemble d'outils qui vont nous permettre déjà d'agréger les données. Mais ça va également nous permettre de les enrichir à l'aide de toutes les sources de données externes qu'on a pu voir dans l'énorme graphe juste avant. Et grâce au biais de tous ces standards, ça va faciliter l'échange de ces données entre elles et leur publication. Donc, l'objectif, en fait, ça va être de pouvoir fournir à terme à l'utilisateur une vision beaucoup plus globale des ressources qui sont disponibles, qui pourraient être disponibles sur ce site portail qu'on essaie de construire, d'essayer d'aider l'utilisateur à faire des découvertes par le fruit du hasard grâce à tous ces liens qu'on pourrait faire entre les objets, donc favoriser ce qu'on appelle la notion de sérendipité. Ça va être aussi l'occasion d'enrichir son expérience de navigation en ajoutant des données complémentaires qui ne seraient pas disponibles actuellement sur le site portail des Champs Libres. Et enfin, ça va permettre d'offrir une vitrine de tous ces objets à l'utilisateur qui serait agrégé et qui serait beaucoup plus accessible, visible, comme cet étalage de fruits et légumes où on a l'embarras du choix. Voilà, donc pour faire ça, la toute première question qu'on se pose, c'est ok, mais je commence par quoi? Et c'est là que c'est très important de se dire, de poser en fait sa méthodologie. Parce que le piège, c'est que d'une part, il faut absolument fixer un cadre d'étude. Il y a tellement de données qui sont disponibles sur le web sémantique que si jamais on se fixe pas de périmètre, on peut très vite s'éparpiller. Donc l'idée ici, ça va être de fixer un périmètre et d'analyser les données dans le cadre qu'on s'est fixé. Et si à l'issue de ça, on estime que oui, c'est possible, oui, on va pouvoir faire des choses intéressantes avec ce qu'on a découvert, alors dans ces cas-là, on pourra passer à une troisième étape qui sera celle de réaliser un prototype pour voir si j'avais raison ou si j'avais tort. Voilà, donc la première étape, ça va être de fixer ce périmètre. Et donc, naturellement, la question qui suit, c'est quelles sont les sources de données disponibles sur le site portail des Champs Libres. Alors, les Champs Libres, elles mettent à disposition pas seulement les onglets que j'ai pu vous présenter, on trouve aussi tous les événements culturels de la ville de Rennes à travers l'agenda, donc la fameuse bibliothèque des Champs Libres et un sous-ensemble des données qui correspondent à des objets de collection plus anciens, labellisés autour de la source les tablettes rennaises.
On retrouve la source de Nouvelle-Bretagne, l'espace des sciences, et aussi un ensemble de vidéos et de sons qui sont hébergés sur des plateformes plus connues comme Vimeo et SoundCloud. Donc, dans le cadre de cette présentation, moi j'ai choisi de m'intéresser à une source en particulier pour qu'on se rende compte concrètement de ce que ça signifie, et j'ai choisi pour ça de prendre la bibliothèque des champs libres. Alors, maintenant qu'on a identifié la source, on va essayer d'identifier les données qu'il y a à l'intérieur. Alors, avant de pouvoir analyser ces données, il faut pouvoir les récupérer, identifier la méthode de captation. Il se trouve que la bibliothèque de Rennes Métropole, elle met à disposition, à travers un SIGB, qui est en fait le système de gestion de bibliothèque, une API qu'il est possible de requêter assez facilement pour obtenir les exports des données dans un format XML. Donc en fait, ce slide, elle résume simplement le fait que, tout d'abord, il faut être en mesure de savoir capter les données et aussi de mesurer le type dans lequel on va pouvoir les récupérer. Mais maintenant, on va encore zoomer davantage. Ok, on a récupéré les fichiers XML, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et en lisant naturellement tous ces fichiers, on s'aperçoit qu'en fait, dans la bibliothèque de Rennes, sont disponibles plus de 250 000 textes imprimés, on a plus de 2000 ouvrages numériques, on a également des 20 000 films et des vidéos à la demande, 20 000 enregistrements musicaux et différentes partitions associées. Donc en fait, juste au sein d'une même source, il y a déjà différents types de données. Il n'y en a pas qu'une. Et du coup, dans la suite de cet exercice, cette fois-ci, on va s'intéresser à la structure d'un enregistrement musical. Toujours dans l'esprit de zoomer davantage et pour voir vraiment ce que renferment ces données. Donc, un enregistrement musical, c'est quoi? Quand on lit les fichiers XML, on s'aperçoit qu'il y a différentes propriétés. Donc des propriétés assez classiques comme l'identifiant ou la dénomination, comme ce qui correspond en fait au label. On a d'autres informations comme le nom de l'auteur, la date de création de l'enregistrement, différentes catégories associées, des mots-clés, et également une référence commerciale associée qu'on peut trouver dans ces données. Et en fait, à la lecture de ces propriétés, on peut déjà faire deux remarques. La première, c'est que finalement, la majeure partie des propriétés qu'on lit, elles ne sont pas forcément associées au domaine de la musique. Elles sont même plus génériques. On pourrait les regrouper autour d'un objet plus large. Et ici, j'ai choisi de parler d'œuvres et plus spécifiquement de biens culturels. On va voir en fait que c'est très important puisqu'on va pouvoir se rendre compte que ces données sont également présentes dans les différentes sources. Et en fait, ça nous fait approcher une notion qui est celle de format pivot, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être mettre toutes ces données dans un même format et qui va peut-être nous permettre de remplir l'objectif de construire ce fameux site portail qui agrégerait tous les objets. La deuxième remarque, c'est qu'il y a une référence commerciale qui est également disponible sur cet objet. Et là, en fait, ça correspond à une sorte de code barre. Et on peut se dire, mais finalement, ce code barre, il est peut-être unique, et il est peut-être identifié quelque part dans l'une de ces sources. Et peut-être que grâce à ce code, on va pouvoir attaquer le graphe et pouvoir ensuite rebondir et peut-être réaliser les enrichissements qu'on cherche à faire dans le cadre de cet exercice. Donc, c'est des remarques assez génériques, mais qui vont pouvoir continuer à nous guider dans la démarche. Et encore une fois, pour s'en rendre compte, on va en zoomer une dernière fois et on va prendre un exemple encore plus précis. Et pour ça, j'ai choisi l'exemple de l'album Laisse Béton de Renaud. Donc en fait, il se trouve que cet album, il est disponible dans le catalogue web de la bibliothèque de Rennes. On s'en aperçoit quand on parcourt directement le site des champs libres. On voit qu'ici, la ressource remonte, on a son titre, on a également le nom de l'auteur et quelques informations complémentaires. En fait, par extension, comme j'expliquais tout à l'heure, on est donc aussi en mesure de récupérer le fichier XML associé. Et là, on voit qu'en fait, ce fichier XML, il est dans un certain format. En fait, le modèle ici, on parle d'Unimark, c'est un modèle qui permet de faire des échanges de données bibliographiques. Et on retrouve les différentes propriétés qu'on a pu voir sur l'interface. Et si je les mappe avec les propriétés que j'ai pu lire dans le fichier XML, en fait, on se rend compte que je suis en mesure d'identifier le nom de l'album, l'auteur, j'ai quelques informations sur ce que c'est, donc un disque compact, d'une durée de 36 minutes, et je retrouve la fameuse référence commerciale. Donc, c'est déjà bien, on a déjà des données, mais on se rend compte comme ça que c'est finalement assez pauvre, surtout pour un album aussi connu, d'un auteur aussi connu, on peut se dire, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à récupérer autour de ça. Voilà, donc en fait, l'idée, ça va être de se dire, il y a peut-être des choses à faire, et donc moi je vous propose de les faire à travers ce prototype, puisque je disais tout à l'heure que si l'analyse était concluante, on pouvait franchir cette étape. Donc l'objectif ici, ça va être cette fois-ci d'essayer de mesurer la faisabilité technique
de ce qu'on cherche à faire, mais sur un sous-ensemble des données, un échantillon qu'on aura délimité, pour essayer de voir en fait l'apport de l'open data sur cet échantillon. À l'issue de ça, on pourra peut-être essayer d'extrapoler aux autres sources, et surtout, le prototype va nous permettre d'évaluer les différentes difficultés qu'on est susceptible de rencontrer et les différents obstacles sur la route pour arriver à faire notre site portail fédéré. Donc, la première étape, en fait, ça va être de mettre toutes ces données en commun. Puisque je rappelle qu'on cherche à faire un site qui agrège toutes les données au sein d'une même interface. Donc ça va consister en mettre dans une sorte d'entonnoir tous les types d'objets. Donc tout à l'heure j'ai identifié des films ou des ouvrages, et de les faire converger dans un modèle commun. Donc moi je parle de bien culturel. Et comme l'expliquait Pierre, si on veut respecter les standards du web sémantique, il faut que ces ressources elles soient capables d'être identifiées par un identifiant unique, et qu'elles disposent également d'un modèle qu'il faut que nous on définisse, puisque, comme on disait, les propriétés génériques sont transverses visiblement à toutes ces sources. Donc, l'étape suivante, ça consiste à identifier ces objets. Donc à ce moment-là, la démarche est finalement assez simple, mais il faut être très rigoureux, puisque c'est des objets qui sont accessibles par tous, donc il faut respecter les standards mis en place pour ça. Et donc la première chose à faire, c'est de définir un schéma. Donc, moi, de façon totalement arbitraire, j'ai choisi d'utiliser le sous-domaine data du site des Champs Libres. Bien sûr, ça dépend des personnes qui gèrent les bases de données derrière, mais voilà, c'est une étape assez simple, mais il faut se poser les bonnes questions à ce moment-là. Et comme on veut que cet identifiant soit unique, il faut également éviter que deux objets qui auraient le même identifiant dans deux bases séparées ne se recouvrent. Donc j'ai choisi d'intégrer, en numérotant les différentes sources, le nom de la source dans l'URL. Et dans cet exemple ici, si je pars de la propriété qui est le contrôle-fil 001 du fichier XML qu'on a vu tout à l'heure, bah, ça va me permettre de construire des URI de ce type-là. Donc, c'est une démarche obligatoire si on veut faire du web sémantique. Elle paraît assez triviale, mais il y a beaucoup de choses à se poser comme question si on veut que cette URI soit pérenne dans le temps. La deuxième étape, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il faut modéliser ces objets. Donc, en fait, tout à l'heure, on s'est aperçu que les objets qui sont disponibles dans les sources telles que le musée de Bretagne, la bibliothèque de Rennes ou les tablettes rennaises correspondent à des biens culturels. Il se trouve que le ministère de la Culture travaille depuis quelques années sur un modèle qui permet de modéliser ces objets, les biens culturels, pour les différentes institutions culturelles en France, dans cette démarche justement de pouvoir partager ces données les unes par rapport aux autres. Et ce modèle, il s'agit du modèle ADOC pour l'harmonisation de la production des données culturelles en France. Et donc j'ai choisi d'utiliser ce modèle. Et en fait, il existe un autre type d'objet qui intrinsèquement est vraiment différent des biens culturels, qui sont issus cette fois-ci de l'agenda de Rennes. C'est la notion d'événement. En fait, un événement, ça a une date de début, une date de fin, et en ça, c'est complètement différent d'un bien culturel qui, lui, n'a pas de limite dans le temps. Donc, on peut vraiment pas faire rentrer dans le même moule. Donc, au final, je me suis retrouvé avec deux types d'objets assez génériques. Et pareil, il existe différentes ontologies et modèles disponibles en ligne pour pouvoir modéliser ces objets. Alors, dans la suite de cette présentation, j'ai choisi de m'intéresser uniquement aux biens culturels, mais il faut imaginer que le même travail qui va dérouler doit aussi porter sur les événements. Voilà, donc si je reprends l'exemple de l'Es-Béton de Renault, à la base, j'ai récupéré ce XML dans la source de la bibliothèque de Rennes. Et bien, l'objectif, ça va être de transformer ce modèle dans le format ADOC. Donc comme on peut voir ici, ça va consister en repérer chacune des propriétés du modèle de départ, donc le modèle Unimark, pour le convertir dans le modèle cible qui est celui de modèle ADOC. Donc ici, l'exemple, c'est le prix qu'on peut voir à gauche, qui correspond au subfield code numéro, je vois pas très bien, D, merci. Et du coup, on va pouvoir mapper ce champ dans le champ correspondant dans le modèle ADOC, qui est la propriété à pour mesure de précision prix. Alors, là aussi, ça paraît assez facile, mais en fin de compte, les propriétés du modèle ADOC, elles ne sont pas toujours complètes. Parfois, elles sont manquantes. Parfois, voilà, on ne sait pas toujours quoi choisir. Et surtout, c'est vraiment un travail très minutieux, parce qu'il faut faire ça pour chacune des propriétés. Et je vous laisserai lire le standard Unimark. Des propriétés, il y en a beaucoup. Voilà. Et dans cet exemple, on retrouve également le travail de construction de l'identifiant unique qu'on a mis en place. Et au final, on arrive à faire converger tous nos objets dans ce modèle.
Et c'est la première étape de l'exercice qu'on cherche à faire, qui est d'avoir des objets qui sont tous de même nature pour pouvoir constituer un site portail et éventuellement un moteur de recherche fédéré autour de tous ces biens culturels. Ensuite, on va pouvoir essayer de relier ces données à l'extérieur. Alors, ce que je vous ai présenté juste avant, ce n'est pas une nécessité. On n'est pas obligé de forcément mettre les données dans un modèle pivot pour pouvoir essayer d'enrichir ces données avec le Linked Open Data. On pourrait très bien prendre les propriétés dans le modèle Minimark et s'en servir directement. Maintenant, c'est quand même très pratique d'avoir fait ce travail parce que nos données, elles sont propres et on n'a pas de cas particulier. On ne doit pas gérer et les films et les enregistrements musicaux, on gère que les biens culturels. Donc on va pouvoir à terme automatiser ça. Donc maintenant, on va essayer de relier les données à l'extérieur. Donc, par exemple, les biens culturels en provenance de ces trois sources. Et on va essayer de les relier au Linked Open Data. Mais plutôt que de se demander comment, il faut surtout commencer par se demander, mais oui, mais pourquoi on fait ça? Et c'est là qu'en fait on arrive sur l'une des principales difficultés de l'exercice, qui consiste en bien distinguer la notion de données et la notion d'usage. En fait, je vais faire un petit parallèle avec le monde de la cuisine. Le soir, quand vous rentrez chez vous, vous avez faim, donc vous allez vous faire manger. Et bien pour ça, il y a deux démarches possibles. La première, elle consiste à arriver chez vous, regarder dans votre placard et dans votre frigo, et voir les ingrédients que vous avez pour pouvoir constituer le plat dont vous avez envie. Alors ça, c'est une approche orientée données, on va dire, mais qui présente quand même l'inconvénient que si vous en avez beaucoup, vous allez perdre du temps et peut-être pas réussir à vous décider rapidement. Une autre approche, ça consiste à partir plutôt de l'usage. Ce soir, vous avez une folle envie de manger des spaghettis bolognaises, et du coup, vous allez partir plutôt de cette volonté. Alors, cette démarche, elle présente l'inconvénient de pouvoir amener à certaines déconvenues. Vous ouvrez votre frigo, et là, manque de peau, il est 23h, vous n'avez pas de bolognaise. Et vous allez être très déçu parce que vous n'allez pas pouvoir faire le plat que vous espérez tant, et donc vous allez arriver, donc, vous aurez fantasmé votre repas, et vous n'allez pas pouvoir le faire. En fait, ces deux approches, elles ne sont pas contradictoires. Au contraire, elles sont plutôt complémentaires. Dans votre frigo, ok, vous n'avez pas de bolognaise, par contre, vous allez peut-être trouver de la crème et du lardon et partir rebondir sur des spaghettis à la carbonara, par exemple. Et en fait, le Linked Open Data, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est très prometteur, mais il ne faut pas se focaliser sur une idée bien précise. Il faut avoir un objectif relativement large, parce que sinon, on peut être très vite rattrapé par la réalité des données, et du coup, on va être piégé par notre aveuglement, notre idéologie de l'usage qu'on voulait absolument faire, c'est-à-dire manger des spaghettis bolognaises. Voilà, si je reviens à l'exercice qu'on essaie de faire, dans le cadre des champs libres, en fait, on va commencer par définir une sorte de macro-usage. Ici, on cherche à apporter à l'utilisateur des compléments d'information sur les objets culturels qu'il parcourt à travers le site web. Donc, ça, c'est un usage assez générique, mais qui va déjà nous permettre de nous limiter, quand on va parcourir le Linked Open Data, à des données uniquement culturelles. Et peut-être que plus tard, par la suite, on pourra revenir sur cet usage pour l'affiner et améliorer petit à petit, de manière itérative, le site portail qu'on est en train de construire. Ensuite, il faut regarder les données qu'on a à disposition à travers différentes sources. Donc on a commencé déjà à faire ce travail-là. Quand on a étudié les enregistrements musicaux, on a vu que certains biens culturels disposaient d'une référence commerciale. Eh bien, il se trouve qu'on a d'autres propriétés qui vont peut-être nous permettre de rebondir sur le Linked Open Data. Alors, on a par exemple l'ISBN, qui est en fait un identifiant international unique pour tout ce qui est ouvrage. Mais peut-être qu'on va pouvoir aussi se servir des noms et des dates de naissance de l'auteur, ou des différents noms de lieux qui sont présents dans ces sources. Et grâce à ça, on va peut-être pouvoir trouver, parmi tous ces ronds, les sources qui vont nous intéresser. Et donc c'est l'étape suivante, c'est-à-dire sélectionner les sources. Comment sélectionner justement ces sources? Alors, pour faire ça, c'est également une démarche assez compliquée, puisque elles sont toutes de différentes natures et de différentes qualités. En fait, on a un certain nombre de critères qui nous permettent de bien sélectionner les sources qu'on va chercher à retenir. Parmi ces critères, on trouve la notion d'autorité. Est-ce qu'une source est fiable ou non? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? On va avoir aussi la notion de qualité.
Est-ce que les données sont cohérentes entre elles? Est-ce qu'elles sont complètes? Quelle est la couverture de ces données? On va avoir aussi une notion de fraîcheur des données. À quelle fréquence sont-elles mises à jour? Le fait que les données soient rafraîchies qu'une fois tous les 2 ans, ça peut provoquer un effet très déceptif pour l'utilisateur final. Et on a aussi une notion très importante qui est la notion de connectabilité, où en fait si on arrive à récupérer les données d'une de ces sources, est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir rebondir ensuite sur d'autres sources qui vont nous permettre de trouver encore plus d'informations. Et par exemple, Wikidata ici, qui correspond à l'agrégation de toutes les Wikipédia du monde entier, constitue en fait un hub de données, une espèce de centre de gravité. Si jamais vous arrivez à trouver un identifiant qui vous permette d'arriver sur cette source, c'est gagné, vous allez pouvoir rebondir très facilement sur beaucoup d'autres, puisque Wikidata est très riche de ce point de vue. Donc ici j'ai listé des sources de différentes natures. On trouve des sources plutôt orientées musique, comme Discogs, AllMusic ou MusicBrainz. On a des sources plutôt qui contiennent des données de lieux ou géographiques comme GeoNames ou OpenStreetMap, petite loupe. On a les données de la Bibliothèque nationale de France, des données qui sont proposées par le gouvernement, comme Etalab ou carrément le site des ministères. Et puis des sources un peu plus connues comme Wikipédia, Wikidata et Wikipédia, qui est le penchant RDF de Wikipédia, qui correspond à toutes les données dans les encart sur le côté. Et donc, moi, j'ai donc choisi de retenir les sources qui sont entourées en vert ici. Alors pourquoi j'ai choisi ces sources-là? Parce qu'en fait, à partir de notre bien culturel, on va pouvoir, et à l'aide des propriétés que j'ai listées juste avant, on va pouvoir se servir par exemple du nom de lieu pour récupérer des informations en provenance de GeoNames. On va pouvoir également peut-être se servir du nom de l'auteur et de sa date de naissance ou de l'ISBN qu'on est susceptible de trouver pour rebondir sur la Bibliothèque nationale de France. Il se trouve que MusicBrainz contient des identifiants, les fameux codes barres qu'on a pu identifier sur l'album tout à l'heure. Et la magie, Wikidata relie ces données à MusicBrainz, et donc, par transitivité, on va pouvoir récupérer également les données des autres sources qui sont reliées à Wikidata, comme AllMusic et Discogs. Sauf que Wikidata, comme je disais tout à l'heure, est un centre de gravité et permettrait même de rebondir sur plein d'autres sources. Voilà, donc, si je reprends l'exemple de l'S-Béton de Renault, en fait, on va pouvoir reconstituer, on va pouvoir parcourir ces différentes sources et récupérer les données qui sont disponibles. Il se trouve que, par exemple, on va être en mesure de récupérer la liste des titres qui sont présents dans l'album. On va récupérer également les différentes rééditions de l'album depuis 1977, les clips disponibles de ces différents titres qui sont présents sur Discogs, les différentes personnes qui sont intervenues sur l'album qui sont mentionnées dans Wikipédia, une description beaucoup plus riche que celle qu'on peut avoir dans les sources de la bibliothèque de Rennes Métropole, toutes les métadonnées qui sont dans un encart bien connu sur les pages Wikipédia. On va même pouvoir carrément écouter la musique, parce que AllMusic et Discogs proposent ces données dans le Linked Open Data. On va récupérer la fiche de l'auteur, sa photo et ses différentes informations. Et on sera même en mesure de récupérer les différentes recommandations qui sont proposées sur Discogs liées à cet album. Et en fin de compte, ici, on retrouve à peu près les informations que Pierre vous a présentées tout à l'heure dans le Knowledge Graph quand vous tapiez Renault dans Google. Et en fait, c'est à ça qu'on veut en venir, c'est que là, ça vous présente un peu la méthodologie pour pouvoir récupérer ces données. Maintenant qu'on sait où les trouver et qu'on sait quoi chercher, eh bien, je vous propose d'automatiser tout ça et de le faire pour de vrai. Donc, on en était à avoir ce qu'on appelle normaliser les données, c'est-à-dire qu'on les a mises dans un format commun, les biens culturels. Et bien, pour pouvoir ensuite récupérer les données qui sont présentes dans Linked Open Data, ça se passe généralement en 2 étapes. La première, c'est qu'on va en fait préparer le terrain. On va nettoyer les données et les mettre dans un format qui va nous convenir pour pouvoir ensuite requêter le Linked Open Data et récupérer les données externes. Donc on va avoir 2 manières de faire, mais globalement, c'est ces 2 macro-étapes qui ressortent dans la démarche. Donc, en quoi ça consiste de préparer les données? On a plusieurs techniques pour faire ça. J'ai choisi de vous parler d'une première technique qui est des techniques de ce qu'on appelle de l'alignement, qui sont assez simples à comprendre. Par exemple, ici, c'est un extrait des données présentes dans la bibliothèque de Rennes Métropole. Donc on voit ici qu'il y a les noms, prénoms et les dates de naissance des auteurs.
Et on voit aussi que les dates sont différentes, qu'il y a visiblement plusieurs patterns de dates et que le prénom, il n'y a pas toujours de majuscule, voilà, c'est pas très propre. Alors qu'en fait, les données disponibles sur la BNF, les données sont normalisées, on a un pattern de nappe qui correspond à un standard, et il y a des majuscules au prénom. La démarche d'alignement, en fait, ça va simplement consister à transformer les différents patterns disponibles dans les données de la bibliothèque de Rennes Métropole dans le format correspondant, pour pouvoir ensuite se servir de ces propriétés pour directement requêter la BNF. Donc il y a tout un tas de moulinettes qui nous permettent de faire ça, mais c'est pas du tout trivial, parce que des patterns de date, il en existe énormément. Ajouter une majuscule à un prénom, c'est assez facile. Par contre, quand il s'agit de noms composés et que les données sont dans la même colonne et qu'il faut distinguer un nom d'un prénom et qu'il y a des noms composés, et c'est très compliqué. Et des cas particuliers, je peux vous en trouver à l'appel. Donc, naturellement, ça paraît simple, mais il y a plein de pièges. Une autre technique, ça consiste en une technique d'annotation. Donc si je prends les données en provenance de la bibliothèque de Rennes Métropole, je vais parfois avoir une description, avec une énorme faute. En fait, quand je compare dans la base de données GeoNames, on va trouver tout un tas, c'est une sorte de base de données avec des noms de lieux. Et l'annotation, ça consiste tout simplement à pouvoir identifier, dès que je retrouve un de ces noms dans mon texte, je fais le rapprochement, et du coup, je me dis, bon voilà, c'est le même nom, donc c'est bon, c'est gagné, j'ai récupéré le lieu associé avec l'identifiant juste à côté. Donc c'est un procédé qu'on utilise en fait assez fréquemment, parce que généralement ça amène beaucoup de résultats, souvent des bons, mais aussi parfois des moins bons. Parce que vous imaginez bien qu'il y a tout un tas de problèmes d'homonymie. Une tour et la ville de Tours, ça n'a rien à voir. Des tours. On voit dans cet exemple qu'il peut y avoir des fois plusieurs fois le même nom et avec des identifiants différents. Et donc amener toutes les problématiques que ça peut entraîner pour se tromper et donc créer beaucoup de bruit en fait, dans nos résultats. Des techniques pour préparer les données, il y en a beaucoup. Voilà, on pourra en parler si vous voulez après. On a un autre élément important dans la démarche, c'est qu'en fait, requêter linked open data, c'est énorme. Des données, il y en a beaucoup trop par rapport à notre besoin. Ça peut être contre-performant de requêter en live le linked open data par différents moyens. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer des sous-ensembles RDF de chacune des sources qui nous concernent juste. Ça peut être soit la source complète, soit carrément même juste une portion de cette source. Donc pour faire ça, il existe plusieurs moyens. Souvent, des dumps RDF sont mis à disposition. On a également des fois un Sparkle Endpoint qui est disponible, qui consiste en une interface dans laquelle on va pouvoir jouer des requêtes intelligentes grâce au langage Sparkle. Et parfois, des API web nous permettent, par le biais de négociation de contenu, de récupérer directement du RDF. Ensuite, on va pouvoir mettre tous ces triplés, toutes ces données RDF, dans ce qu'on appelle un triple store intermédiaire, donc une base de données RDF, qu'on va stocker localement, et on va pouvoir donc requêter uniquement cette petite base qu'on va garder chez nous, et qui va nous permettre d'avoir des performances beaucoup plus puissantes, et de contrôler surtout un ensemble de données figées. En fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Des dumps RDF, il n'y en a pas toujours. Du coup, parfois on est amené à en prendre d'autres. Il n'y a pas toujours de Sparkle Endpoint. Les API web, elles sont plutôt diverses, elles ne négocient pas forcément de manière à vous donner le RDF que vous souhaitez avoir. Donc en fait, on est souvent amené à devoir convertir ces données RDF. Et donc se poser la question à chaque fois de tous les modèles sous-jacents, et pour arriver à constituer ce fameux triple store intermédiaire. Donc en fait, c'est pas immédiat, et tout le travail que je vous ai présenté de préparation de données, il constitue bien la moitié du temps pour pouvoir ensuite récupérer des données enrichies dans linked open data. Voilà, donc maintenant que nos données sont prêtes, on va pouvoir requêter le load, le linked open data, et pour ça, on va se servir du fameux langage Sparkle, dont on vous parle depuis le début de la présentation. Donc de deux manières différentes, soit sur le triple store intermédiaire qu'on a construit, soit sur le Sparkle Endpoint, les Sparkle Endpoints disponibles sur le linked open data. Et on va pouvoir ainsi récupérer ce que j'ai appelé ici des enrichissements, donc les données qu'on cherche pour
pour notre exercice. Alors, je prends un exemple pour vous montrer en quoi ça consiste. Ici, à gauche, vous avez une requête Sparkle. À droite, vous avez un extrait du graphe, donc des données RDF disponibles sur le site de la source Bibliothèque nationale de France. Et en fait, cette requête Sparkle, elle se lit assez naturellement, enfin, en parallèle avec le langage naturel. Ici, je cherche un auteur, dont le nom est Hugo, dont le prénom est Victor, et dont la date de naissance est le 26 février 1802. Et en fait, naturellement, donc j'ai repris les données de tout à l'heure, qui sont propres, à ce moment-là, eh bien, en fait, la requête Sparkle va tout simplement nous retourner l'URI de l'auteur qu'on recherche, et on aura gagné, c'est-à-dire qu'on aura récupéré l'auteur associé à notre bien culturel et toutes les métadonnées qui vont bien, qui sont disponibles sur le site de la BNF. Un exemple un peu plus compliqué cette fois. Donc, à droite, cette fois-ci, j'ai pris plusieurs sources, enfin, des données RDF en provenance de plusieurs sources. Et je vais reprendre l'illustration avec le code barre du bien culturel qu'on a trouvé. Et cette requête Sparkle, en fait, elle consiste à dire, eh bien, si jamais tu trouves un code barre associé au bien culturel sur lequel on travaille, et que également tu trouves le même code barre disponible sur MusicBrainz, alors implicitement, grâce au langage RDF et à ce maillage naturel, on va être en mesure de... Voilà, c'est une sorte de jointure implicite qui va relier la ressource de Wikidata qui est elle-même reliée à la ressource de MusicBrainz avec le code barre qu'on cherche, à la ressource en provenance de la source des champs libres, qui est notre bien culturel. Et en fait, moi je vais pouvoir m'intéresser, grâce à ça, à seulement récupérer la note qui est disponible sur Discogs. Et juste en une seule requête Sparkle, je peux lui dire, eh bien, retourne-moi l'évaluation de cet album grâce aux données qu'il y a dans le Triple Store, et la requête Sparkle va tout simplement nous retourner 4,25 sur 5. Donc c'est une requête pas très complexe quand même, en quelques lignes, vous êtes capable d'avoir récupéré des informations que vous n'avez pas du tout avant. Et ça, c'est vraiment ce que permet Sparkle, et c'est assez puissant. Par contre, il y a un piège dans lequel on peut vite tomber, c'est de partir dans une idéologie du tout RDF. Comme je l'expliquais tout à l'heure, parfois on peut avoir à mettre en place des mécanismes de conversion en RDF à tout va, parce qu'on veut absolument tout mettre dans son Triple Store, parce qu'on veut utiliser Sparkle dans tous les sens, et on veut naviguer partout parce qu'on a compris comment ça marche. En fait, on n'a pas nécessairement besoin de faire ce travail. Parfois, on a juste besoin de récupérer, par exemple, l'évaluation qui est portée sur l'album sur Discogs. Et pour ça, on n'est pas obligé de convertir ça en RDF, puisque l'une des forces de l'RDF, c'est de pouvoir rebondir dans le graphe. Étant donné que Discogs, c'est une impasse dans le cadre de notre usage, on veut juste récupérer une métadonnée associée, et ben, on peut juste se contenter de requêter l'API web disponible sur le site, d'utiliser les dumps XML ou CSV à côté, ou carrément même crawler le site web. Parce que ça va nous permettre de gagner énormément de temps, on va économiser des économies de complexité et de conversion à la fois. Donc au final, quand on essaie de requêter le link d'Open Data, on se retrouve plutôt avec une architecture de ce type, où d'une part, on va pouvoir récupérer soit les données de notre Triple Store local, soit directement les données en live sur le link d'Open Data, soit à travers des API. Et en fin de compte, c'est une architecture assez complexe, et qu'il faut nécessairement adapter en fonction de ses besoins, si on veut pas perdre de temps inutilement quand on fait ce travail. Voilà, donc si je reprends maintenant, si je redéroule toute cette méthodologie sur l'exemple de l'S-Béton de Renault, eh bien, on a pris l'enregistrement musical, on l'a converti en un bien culturel. J'ai ensuite construit un Triple Store intermédiaire basé sur les sources MusicBrainz, DNF, Wikidata et Genève. J'ai également, donc je me suis servi de ce Triple Store intermédiaire pour, à l'aide de la référence commerciale, récupérer les métadonnées en provenance de ces sources, donc par exemple la jaquette de l'album, les données en provenance de la BNF, etc. Et grâce aux identifiants que j'ai récupérés sur Wikidata, qui est un hub de données dans le link Open Data, je me sers de cette information pour requêter les API directement de ces sources et récupérer les informations manquantes que je n'avais pas jusqu'à présent, comme les clips, les recommandations, etc. Voilà, et donc ça nous permet enfin de constituer cette fameuse interface qu'on essaie de construire. Donc là, ici, c'est un exemple
d'une intégration faite rapidement pour juste montrer qu'on peut aller au bout de l'exercice. On retrouve d'une part les propriétés génériques associées à l'objet, qui est cette fois-ci donc bien culturel, et on peut imaginer tous les autres objets qui viennent s'agréger dans ce moteur. On retrouve les données qui sont présentes initialement dans la bibliothèque des champs libres, et les différents enrichissements, comme la jaquette, et ici j'ai juste choisi de lister les sources, mais on peut imaginer très bien reconstruire toutes les informations qui sont affichées par exemple sur Google, etc. Donc en fait, il ne faut pas oublier que ce travail il a été fait sur un exemple d'un type de données, d'une source. En fait, il ne faut pas oublier qu'il faut également faire ce travail sur tous les types de toutes les sources. Et c'est là qu'en fait c'est assez fastidieux, parce qu'il y a énormément de boulot, et même si c'est très satisfaisant, il ne faut pas oublier que c'est quand même un travail assez minutieux et un peu de petite souris. Par contre, maintenant, si on va au bout de l'exercice, on peut extrapoler et essayer de récupérer tous ces enrichissements. Et donc, ce que j'ai réussi à obtenir, par exemple, j'ai réussi à enrichir 11% des manifestations, donc les textes imprimés des ressources électroniques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, j'ai réussi à relier au Linked Open Data 11% des données sur lesquelles j'ai travaillé. Dans le cadre des auteurs, j'ai réussi à en relier 32%. Pour les enregistrements sonores, si je les applique à toute la source, j'en ai récupéré 27%. Et les lieux, j'en ai récupéré un peu moins de la moitié. Alors quand on voit ces résultats, on peut se dire c'est des scores assez faibles, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, il n'y avait rien, et que ça, c'est que du bonus. C'est-à-dire qu'on a vraiment apporté plein d'informations nouvelles à l'utilisateur. Alors, forcément, 11% c'est quand même vraiment peu, et que si un utilisateur 9 fois sur 10 ne voit pas d'enrichissement sur la page et qu'une fois sur 10 il voit quelque chose en plus, forcément, ça vaut peut-être pas le coup de partir sur ça dans le cadre de son projet. Par contre, la question se pose dès que ça commence un peu à grossir. 32%, c'est déjà plus intéressant, et de 46% également. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça, c'est un travail qui a été fait one shot. Tout à l'heure, j'expliquais que la difficulté, c'est ce jeu entre les données et les usages. Ici, on pourrait justement repartir au démarrage de ce cercle vertueux et se dire, est-ce que je n'ai pas besoin d'affiner mon usage de départ? Est-ce que finalement, je cherche des données que je ne trouverais pas, donc est-ce que je ne peux pas partir sur autre chose? Et pareil, toutes les requêtes que j'ai mises en place, j'aurais pu les retravailler, et ainsi de suite, petit à petit, converger vers des résultats beaucoup plus intéressants et beaucoup plus pertinents pour l'utilisateur final. Et pour faire tout ça, il est possible, il y a des outils qui nous permettent de faire tout ça d'un coup. Par exemple, je travaille avec cet outil, qui s'appelle Anti-Data Information Factory. Et là, en fait, on voit la chaîne de traitement complète pour normaliser, enrichir et exploiter Linked Open Data. Donc, je ne zoome pas, mais tout ça, c'est des briques logicielles. Donc ça, derrière, c'est des traitements Python, ça, c'est des traitements linguistiques, etc. Et à la fin, jusqu'au bout, bah, ça produit l'interface que vous avez vue, ça. Voilà, vous pourrez trouver également, si ça vous intéresse sur les slides, toute une liste d'outils qu'on utilise également pour faire tous les traitements que j'ai évoqués au cours de la présentation, pour convertir les données, pour stocker les données dans un triple store. Il y a plusieurs types de triple store en fonction des utilisations. Et également comment exploiter les données RDF. Donc voilà, les slides sont disponibles pour récupérer ces outils. Et enfin, on a, toujours dans cette logique de participer à la dynamique du web de données et du web sémantique, eh bien, on pourrait envisager de mettre à disposition les données sur lesquelles on a travaillé également à RDF pour des utilisateurs qui auraient besoin, qui pourraient eux-mêmes bénéficier de tous les enregistrements que nous on a pu faire sur un site qui s'est parti. Voilà, et je vais rendre la parole à Pierre pour conclure. Merci Julien. Donc, quelques mots de conclusion. Très clairement, vous l'avez vu, Google et d'autres géants mondiaux de l'Internet utilisent maintenant fortement le web sémantique. D'autres acteurs l'utilisent, le cas de la bibliothèque Rennes Métropole des Champs Libres l'illustre bien. Il se trouve que c'est un acteur public dans le domaine du monde culturel, mais c'est le cas aussi pour des vrais industriels. On travaille par exemple sur un projet pour le groupe Accor, où on enrichit leurs données de données disponibles dans le web sémantique pour permettre aux gens de trouver un hôtel à proximité d'un point d'intérêt touristique, par exemple. Je cherche un hôtel près de la basilique de Fourvière. C'est avec ce type de connexion entre des fournisseurs publics de points géographiques
et la base de données des hôtels du groupe Accor, qu'on est capable de répondre facilement à ce type de requête, un peu de la même façon que Google répond à des requêtes directement dans sa boîte de recherche. Donc ça fonctionne, et je pense que en tant que développeur web ou responsable de projet de développement web, c'est une vraie question à vous poser que de se dire, maintenant que ces technologies existent, que les standards existent, que les outils existent, qu'est-ce que le web sémantique peut faire pour moi? Très clairement, ce qu'on retient des différents projets auxquels on a été amené à participer, c'est que le web sémantique, c'est une opportunité unique pour bénéficier d'une masse colossale de données disponibles dans différents jeux de données qui couvrent à peu près tous les domaines. Donc, il y a forcément des données du web sémantique qui peuvent venir enrichir celles que vous avez déjà pour permettre des usages nouveaux. Ensuite, ces données, vous pouvez y accéder de façon industrielle et standardisée, donc baser des processus vraiment automatisés dessus. L'avantage, c'est que, je ne sais pas si vous fournissez un service d'information dans le domaine de la musique, si vous exploitez les données de Wikipédia, le jour où un nouvel album d'un artiste va sortir, le jour où un artiste connu va décéder, l'information sera mise à jour instantanément dans Wikipédia, et donc elle se retrouvera par répercussion mise à jour automatiquement dans votre application, sans que vous ayez besoin de faire vous-même le travail. Et donc c'est à ça que servent tous ces processus d'agrégation entre vos propres données et les données publiques. Alors si vous voulez aller plus loin, on vous conseille un excellent bouquin qui s'appelle Le Web Sémantique, qui a été rédigé par une équipe sous la responsabilité de Fabien Gandon, qui est de l'INRIA et qui connaît très bien ces sujets, dont il s'est occupé également au sein du W3C. Vous avez ici la référence du bouquin. Et donc ce qu'on est tenté de vous dire, c'est essayer de faire l'effort. Alors effectivement, l'effort peut paraître important, mais on a tenu dans l'exemple que vous a présenté Julien à vraiment décortiquer toutes les étapes du processus. Le message qu'on veut vous laisser, c'est que les données existent, les outils existent, les standards existent, et après, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc maintenant, à vous de jouer. Je ne sais pas combien il nous reste de temps.